Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. On peut gagner de la hauteur, gagner en maillot. Gagner pour ses couleurs, gagner pour son drapeau. On peut gagner sur un tapis, gagner sous l'eau. Gagner dans un rouleau, gagner à Tokyo. On peut gagner avec ses tripes, gagner en transe. Gagner pour le titre. Gagner pour la France. Tous avec les Français des Jeux pour faire gagner le sport. FDJ, partenaire officiel. Et voir la France gagner. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Il est bientôt 10h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le live BFM. On est ensemble pour 4 nouvelles heures d'information en direct avec à la une ce pharmacien pris pour cible par des manifestants anti-pass sanitaire obligé de plier sa tente de dépistage, insulté d'assassins, de collabos par la foule. La même qui prétend défendre la liberté en défilant chaque samedi désormais. Ils étaient plus de 200 000 hier selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en hausse par rapport au week-end dernier. Une situation chaque jour un peu plus dramatique en Outre-mer, en Martinique notamment. Les soignants décrivent une apocalypse dans les hôpitaux, les services de réanimation submergés, les transferts sanitaires ont débuté, mais pas suffisant pour faire infléchir cette courbe exponentielle de contamination. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place à suivre. Et puis les médailles pleuvent à Tokyo, la 21e assurée pour les Bleus. Les fleurettistes sont en finale cette nuit. Florent Manodou a ramené l'argent aux 50 mètres nage libre. On a un champion olympique avec nous ce matin, Romain Canon, sacré le week-end dernier en individuel. Les péistes français n'étaient jamais montés sur un podium international. Il nous racontera tout ça en plateau. Ni un cobaye, ni un QR code. Voilà, entre autres, le type de slogan qu'on pouvait voir hier. Ils étaient plus de 200 000 dans les rues, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, pour s'opposer au pass sanitaire, la terreur sanitaire, pour reprendre leurs mots. Mobilisation une nouvelle fois en hausse par rapport au samedi précédent. Des incidents ont éclaté par endroits, notamment dans la capitale. Des policiers ont été blessés, des journalistes ont une nouvelle fois été pris pour cible, tout comme ce pharmacien par les mêmes qui estiment défendre la liberté. C'était à Montpellier. Regardez. Ouais, forcément, ça a beaucoup fait réagir, à commencer par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Voilà ce qu'il écrit. Ce pharmacien, chaque matin depuis 1 an et demi, se lève malgré la fatigue pour protéger et soigner vos parents, vos proches, vos voisins, et même vous qui l'insultez, toute honte bue, s'il le fallait un jour. Voilà pour les mots forts du ministre de la Santé. Il y a également eu la réaction de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Leur projet, le chaos. Leur cible, ceux qui nous protègent. Leur méthode, l'intimidation, la violence. À cela, nous ne céderons rien. Un immense merci à tous les pharmaciens, à tous les soignants mobilisés au cœur de l'été pour nous protéger. Les Français vous soutiennent. On va en parler ensemble en plateau avec mes invités. William Tay, bonjour, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Angelo Bruno, secrétaire régional unité SGP Police FO. Et Jérémy Père, notre reporter bonjour. BFM TV, qui suivait ces manifestations, notamment dans la capitale. Juste pour rebondir, Jérémy, sur ces images qu'on vient de voir, alors c'était à Montpellier, mais vous avez assisté encore hier à des tentatives d'intimidation, notamment sur des journalistes. Qui sont ces personnes dans les cortèges? Il n'y a pas de profil type de manifestants contre le pass sanitaire. Il y a beaucoup de profils très différents. J'ai couvert 2 manifestations, celle organisée par Florian Philippot et à la fin celle organisée par les Gilets jaunes qui est partie de Villiers jusqu'à Bastille. Dans celle organisée par Florian Philippot, ça ressemblait beaucoup plus à un
mouvement politique très organisé avec une sécurité privée, où les manifestants recevaient des drapeaux, des pancartes où il y avait le logo des Patriotes dessus. C'était une foule très calme. Dedans, il y avait des vaccinés, pas forcément des antivax à proprement parler, mais des personnes qui sont farouchement opposées au pass sanitaire. Le mot d'ordre, c'était liberté, et ils en voulaient beaucoup au président de la République, à Emmanuel Macron. Ils ont fait siffler Olivier Véran. C'était le point de chute de la manifestation devant le ministère de la Santé. Et puis dans cette manifestation, il y avait quand même beaucoup il y a eu ensuite à la fin il y avait une estrade avec beaucoup de personnes qui ont pris la parole, et à chaque fois ou presque eh bien la situation sanitaire n'était pas du tout abordée, par exemple pour les Outre-mer où la situation sanitaire est très compliquée, mais plutôt sur les nouvelles restrictions qui étaient mises en place. Et puis à la fin, à chaque fin de phrase, de propos sur cette estrade, eh bien les médias étaient sifflés, traités de prostituées par rapport au président de la République, etc. Et puis de l'autre côté, sur la manifestation de Villiers jusqu'à Bastille, c'était plutôt un profil de gilet jaune qu'on a l'habitude de voir quand on suit ces manifestations, avec d'autres personnes qui se sont agrégées. On a vu beaucoup d'infirmières. Voilà, là c'était plutôt une opposition un peu basique au président de la République, un peu ce qu'on a vu et ce qu'on voit depuis de longs mois avec les gilets jaunes. C'est intéressant d'entendre ça, parce que vous étiez auprès de ces manifestants. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu peut-être des revendications initiales, de l'opposition au pass sanitaire purement et simplement. Angelo Bruno, est-ce que vous voyez déjà une certaine radicalisation dans ce mouvement qui prend de l'ampleur de samedi en samedi maintenant? Ils étaient plus de 200 000 hier contre 160 000 une semaine auparavant. Radicalisation, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est inquiétant parce qu'on est en période estivale, au mois d'août, en plein mois d'août, où effectivement on a des manifestations contre le pass sanitaire, contre un petit peu tout, j'ai l'impression, donc avec des violences, et on prend pour cible les policiers, les pharmaciens, et puis maintenant les journalistes. Donc effectivement, on peut s'interroger sur les vraies revendications de certains lors de ces manifestations. Le dernier bilan des policiers blessés hier dans les manifestations? On a eu 3 collègues bien blessés et une dizaine aussi, légèrement aussi, sur l'ensemble des manifestations. Oui, William Tay, 200 000, plus de 200 000 personnes hier, d'après les chiffres toujours du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça dit? C'est plutôt une mobilisation importante, c'est à peu près environ 65 à 70% de la première mobilisation des Gilets jaunes qui avait conduit à la situation qu'on a connue entre 2018 et 2019. Sur la question de la sociologie et de la population, moi je regroupe 4 grandes catégories. Il y a une première catégorie, ce sont plutôt des anti-vax, qui sont plutôt minoritaires. Le grand cœur majoritaire de la mobilisation, c'est plutôt ceux qui s'opposent au pass sanitaire, auxquels s'ajoutent des Gilets jaunes classiques, et en plus des manifestants qui s'opposent à toutes les élites politiques, élites médiatiques, etc. Et c'est notamment ceux-là qui agressent les pharmaciens, les médias, et qui vous empêchent de faire votre travail en couvrant la manifestation. La difficulté, et c'est exactement la même sociologie que les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, ça repose sur les mêmes fractures. Ça repose sur une première fracture qui est sociale. On voit dans la carte qu'a fait Le Monde il y a une semaine qu'il y a une opposition entre les métropoles les plus riches et les métropoles les plus pauvres. La deuxième, c'est la fracture territoriale qui couvre 2 niveaux, entre le nord-ouest et le sud-est, soit à peu près la même carte que les Gilets jaunes. Et enfin, il y a du coup, dans cette même fracture, il y a une fracture entre les grandes métropoles et les communes plutôt rurales, auxquelles moi j'ajoute une troisième fracture identique à celle des Gilets jaunes, c'est la question de la fracture démocratique, sur la question, un double clivage entre la question de l'efficacité et le respect des libertés fondamentales, d'où la revendication sur la question de la liberté. La difficulté maintenant pour le gouvernement pour analyser cette mobilisation, je pense pas, même s'il le scande, que le cœur de la mobilisation repose sur la question de la liberté, même si c'est la revendication principale. Je pense que ça s'est mobilisé sur la question du pass sanitaire, donc sur la question de l'égalité, de la fracture de la société entre les vaccinés et les non vaccinés. Parce que si ça reposait uniquement sur la question de la liberté, les gens auraient manifesté contre le confinement, contre le couvre-feu, etc. Alors qu'ils sont mobilisés sur la question du pass sanitaire. Donc tout l'enjeu pour le gouvernement, dans un premier temps, c'est de tenir le même discours pour inciter les gens à se faire vacciner, pour atteindre l'immunité collective à 85-90% le plus tôt possible et d'atteindre à peu près une 50aine de millions de primo-vaccinés d'ici la fin de l'été. Et ensuite, ce sera en fonction de la crise sanitaire de regarder. Si la crise sanitaire se limite, comme on a pu le voir notamment avec la courbe du Royaume-Uni, il faudra lever une partie des restrictions du pass sanitaire. Si la situation sanitaire s'empire, en tout cas, ce pass sanitaire, il entrera en vigueur dès le 9 août prochain. Angelo Bruno, il va avoir cette entrée en vigueur. Pour autant, on sent quand même des personnes qui sont bien décidées à continuer à manifester chaque samedi. L'un des organisateurs qui sera notre invité à 13h sur BFM TV, Florian Philippot, appelle déjà à de nouveaux samedis monstres, entre guillemets. C'est là peut-être la crainte, les jusqu'au-boutistes, entre guillemets? Bien sûr, c'est la crainte de voir ces manifestations perdurer dans le temps, quoi. Et
Et il va y avoir le pass sanitaire qu'il va falloir contrôler, une charge supplémentaire pour les fonctionnaires de police qui sont déjà très épuisés par tout ce qu'ils doivent faire au quotidien. Donc oui, c'est inquiétant pour une rentrée, parce qu'habituellement, ce genre de manifestation arrive plutôt mi-septembre. Jérémy Père, vous avez senti une grande détermination, parce que c'est vrai qu'on a dit des profils assez hétérogènes, parfois des personnes qui manifestent pour la première fois et malgré tout déterminées à peut-être se donner rendez-vous chaque week-end. Oui, absolument, être très fier, d'être très nombreux, parce qu'objectivement, il y avait du monde sur les deux manifestations, que ce soit celle organisée par Florian Philippot et celle organisée par les Gilets jaunes entre Villiers et Bastille. Il y avait beaucoup de monde, et plus que samedi dernier, et évidemment, ça galvanise. J'ai pu entendre à la tribune Florian Philippot qui a dit « Nous sommes 100 000 aujourd'hui ». Honnêtement, difficile de vérifier ce chiffre. Ils étaient, à mon avis, beaucoup moins. Mais ils étaient effectivement galvanisés et ils se sont donné rendez-vous samedi prochain. En tout cas. Est-ce que vous nous disiez, c'est qu'il y avait une grosse part de politique, quand même, que ça ressemblait à un meeting? Oui, du côté de chez Florian Philippot, c'était quand nous sommes arrivés à côté de Montparnasse, il y avait des personnes du parti qui avaient des chasubles oranges qui donnaient des drapeaux français gratuitement à tous les manifestants. Il y avait aussi des pancartes qui étaient données, il y avait une sono, il y avait une sécurité privée, c'était extrêmement bien organisé. Et à l'arrivée juste devant le ministère de la Santé, il y avait des stands pour vendre des goodies. Il y avait des livres de Florian Philippot, des badges, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il capitalise beaucoup là-dessus, a priori, Florian Philippot. Et enfin, voilà, c'était vraiment un meeting politique à la fin, parce qu'il y avait un de ces hommes qui menait qui était le master de cérémonie de ce meeting, où il donnait la parole, etc. Et voilà, c'était un meeting politique, un rassemblement politique des patriotes hier. Il y a ce bras de fer, ce rapport de force qui essaye d'être instillé, William Tay, avec notamment la réaction encore du porte-parole du gouvernement. On l'a vu, mais on la revoit ensemble. On sent qu'en fait, chaque camp, si j'ose dire, l'exécutif et les opposants au pass sanitaire campent sur leur position. Oui, on assiste, c'est le premier tournant, moi je l'analyse comme le premier tournant, on assiste à une polarité des deux camps. Il y a le premier camp qui est celui du gouvernement, qui est obligé de tenir un discours ferme parce que ça permet l'incitation à se faire vacciner. Notamment, ils doivent tenir jusqu'à au moins fin août, début septembre, parce que c'est à peu près les courbes qu'on a eues au Royaume-Uni sur la baisse du nombre de cas au Royaume-Uni. Et il y a l'autre camp, en fait, à partir du moment où ils n'ont pas obtenu le retrait du pass sanitaire avec l'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, n'ont pas d'autre moyen que de s'exprimer. Donc la difficulté maintenant pour le gouvernement, il est double sur la question des mobilisations. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'agréger un peu toutes les luttes, et la difficulté, c'est que s'ils s'agrègent toutes les luttes, il y a un risque d'avoir une mobilisation, une sorte de référendum pour ou anti-Macron. Du coup, l'enjeu est double. Baisser la densité des mobilisations, donc en s'adressant au cœur du noyau qui est sur la question du pass sanitaire. Et le deuxième, c'est éviter les dérives. Parce que si on agrège les luttes, il y a des profils de plus en plus divers qui vont s'agréger. Donc il y a un risque de mobilisation de violence. Et donc en fait, ce sont les policiers qui vont être mis à épreuve, comme ce qu'on a pu voir au bout du 3e ou 4e samedi au moment des Gilets jaunes. Et les policiers, justement, quelles sont les consignes données? On a vu que notamment pendant ces longs week-ends de Gilets jaunes, il y avait eu parfois des changements de stratégie pour encadrer ces manifestations. Laquelle prévaut actuellement? J'ai envie de dire, on s'adapte par rapport à la mobilisation, tout simplement. Les consignes, elles sont données par rapport aux divers renseignements qu'on peut avoir en amont des manifestations. Et elles vont en grandissant. Celle de samedi dernier était aussi une manifestation, j'ai envie de dire, clé, voir si ça continuait ou pas. Effectivement, le signe n'est pas très encourageant, puisqu'on peut penser qu'on est parti quand même pour le mois d'août avec des manifestations régulières tous les samedis. Jérémy Père, une dernière question. On a vu ces personnes-là assez extrêmes, alors qu'ils sont une minorité, s'en prendre aux journalistes, même si ça revient chaque samedi, c'est devenu assez commun, s'en prendre à ce pharmacien, s'en prendre à des policiers. Et face à ça, quelle est l'attitude des autres manifestants qui ne participent pas directement, mais qui assistent à ces faits? Il y avait une situation qui m'a beaucoup marqué, notamment au meeting de Florian Philippot, où plusieurs personnes à la tribune ont vraiment copieusement insulté les médias, et la foule a hué, mais de façon assez unanime. C'était assez impressionnant. Et pour ce qui est des agressions sur le terrain, pour en avoir vu, pas forcément des agressions physiques d'ailleurs, mais des intimidations où les journalistes télé notamment sont obligés de sortir cette manifestation, mais il n'y a personne pour les défendre. Tout simplement. Mais voilà, c'est un mouvement de foule où il est impossible de travailler, où les journalistes sont obligés de sortir de ces manifestations. C'est très chaud, quoi.
Merci beaucoup, merci à tous les trois pour cet éclairage. La Martinique, pendant ce temps, plonge dans l'apocalypse avec ce nouveau confinement qui vient de commencer pour au moins 3 semaines. Tous les voyants sont au rouge. La hausse des contaminations est exponentielle. Les évacuations sanitaires ont débuté hier soir pour tenter de soulager tant que possible les services de réanimation qui sont déjà débordés. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux, Andy Loata, Julie Rosaire. 1, 2 et 3. Il faut s'y mettre à 10 pour retourner cette femme. C'est une manœuvre que les soignants répètent plusieurs fois par jour. Vous avez un patient qu'on doit tourner sur le ventre, qui est en assistance respiratoire. Et dans les techniques qui permettent d'améliorer son état, il y a le fait de le retourner sur le ventre pendant une douzaine d'heures. Dans la chambre d'à côté, un patient arrive juste des urgences. Les places manquent, mais ce médecin a pris la décision de le transférer en réanimation. C'est clair que ce n'est pas une décision facile en ce moment de devoir prioriser ces places. Et comme c'est un patient jeune et qui n'a pas de maladie, etc., c'est un patient qui a pu être admis en réanimation, mais chaque place compte. Et tout s'enchaîne. Cette fois, c'est un homme qu'il faut mettre sur le dos. Nous, en tirant, on essaie de le ramener un peu au milieu. C'est bon pour vous, messieurs? C'est maintenant, on y va. Depuis 3 semaines, entre les soins, les appels aux familles, la surveillance à distance de toutes les chambres du service, Sarah est au front et chaque seconde compte. Je ne veux pas vous mentir, il y a des fois on n'a même pas le temps de manger, on n'a pas le temps de boire de l'eau. Des fois on n'a même pas le temps d'uriner. Ça peut être con, mais c'est quand on arrive au vestiaire pour se changer que là on a des fois un petit moment pour aller uriner. Donc oui, la fatigue est présente, on ne va pas se le cacher, la fatigue est bien présente. Mais là où pour moi ça atteint notre stade, c'est qu'on a atteint le stade de la fatigue morale. Et c'est là aussi que c'est un peu plus dur quand même à surmonter. Un personnel qui garde la face devant les patients. Ça va? Tu as moins de douleur? Tu as toujours mal? Mais cette aide-soignante ne le cache pas, c'est la vague de trop. On a tendance à rentrer chez nous avec les jambes lourdes, la tête pleine et puis l'envie de pleurer. Et des fois, c'est vraiment très très dur de revenir travailler et de continuer comme si de rien n'était, comme si ça fonctionnait, alors qu'on voit bien qu'on enchaîne quand même les décès. Aux angoisses du service se mêle l'espoir d'un soulagement. De nouveaux renforts de la réserve sanitaire devraient arriver et l'aide de l'armée permettra d'ouvrir quelques lits supplémentaires dans les prochains jours. Bonjour Jean-Jacques Jambroski, vous êtes médecin, économiste de la santé. Merci d'être notre invité dans le live week-end sur BFM TV. On vient de le voir, situation dramatique en Martinique, mais aussi à La Réunion, en Guadeloupe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire déjà beaucoup de commisération pour les potentielles victimes, pour leurs familles, parce que le taux de vaccination est très faible et la conséquence, c'est que les moyens, malgré le dévouement dont on vient d'entendre parler des différentes structures, des personnels hospitaliers, sont à 2 doigts d'être épuisés, puisqu'on sait qu'on envisage même le rapatriement vers la métropole de 3 personnes de Martinique. Donc on a manqué de vigilance, on a manqué de la persuasion nécessaire, comme l'a très bien dit votre journaliste, pour convaincre les populations de ces territoires français de l'outre-mer d'être vaccinés au moins au taux équivalent à celui de la métropole. Oui, parce que aujourd'hui, on peut dire que tout repose sur le taux de vaccination dans ces territoires d'outre-mer. La même chose que ici en métropole et que partout dans le monde. Le seul traitement que l'on a efficace est un traitement préventif, c'est la vaccination, n'en déplaise à quelques-uns. Et le taux de vaccination est moins de la moitié de ce qu'on observe en France métropolitaine. Ça veut dire qu'on n'a pas su convaincre les personnes localement, que ce soit aux Antilles ou que ce soit dans l'océan Indien, de l'intérêt de la vaccination. Et les moyens de traitement sont peut-être pas tout à fait suffisants pour pouvoir, et on ne peut pas transférer d'une région à l'autre. Quand vous êtes sur une des îles de l'Atlantique ou de l'océan Indien, on ne peut pas aller dans le département d'à côté, comme on peut le faire entre, je dirais, l'Alsace et la Moselle, ou entre le centre de la France et la région Aquitaine. Donc tout devient plus compliqué, et malheureusement, les populations en payent le prix, et les spécialistes de la santé, les professionnels en payent le prix également. Pour rattraper le retard, quand bien même il y aurait un élan vers la vaccination, on sait que ça prend au moins 1 mois entre la première et la deuxième dose.
Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et donc aujourd'hui, on essaie d'accentuer l'effort. Aujourd'hui, la population a un sursaut. Il ne faut pas négliger aussi que, aussi bien aux Antilles qu'à La Réunion, existe une certaine confiance dans les médecines traditionnelles et une certaine méfiance vis-à-vis de certaines médecines modernes qui est classique et qui est connue, qui est culturelle et dont il faudrait mieux tenir compte parce que c'est thérapies traditionnelles sont loin d'être inefficaces, mais face au virus, face au Covid, eh bien, elles sont de peu d'efficacité et on l'a vu très très bien dans le sujet que vous avez passé. Donc le retard, on essaie de le rattraper, mais ce sera difficile et peut-être malheureusement trop tard pour certains patients. D'autant que l'hypertension, le diabète, l'obésité ont une prévalence dans ces territoires supérieure à ce que nous connaissons en France métropolitaine. Et ça veut dire que les facteurs de risque sont multipliés, que la surveillance médicale est peut-être un peu moins bien assurée et que donc la sensibilité de la population globalement est plus grande que celle que nous connaissons dans l'Hexagone. Alors vous l'avez évoqué, hein, les transferts sanitaires ont débuté dès hier soir vers la métropole pour tenter de décharger un peu ces services de réanimation qui sont déjà bien pleins. Est-ce que ça peut suffire réellement ? Suffire, non, mais par exemple, les 3 patients transférés de Martinique vers l'Hexagone auront plus de chances de s'en sortir et permettront à réduire un peu la pression sur le CHU de Fort-de-France. Maintenant, on ne peut pas transférer l'ensemble. Les services tournent déjà à 150% de leur capacité nominale grâce à beaucoup de dévouement, d'ingéniosité, au prix de la transformation et du matériel et des locaux et du personnel. Non, ça ne suffira sans doute pas et c'est l'occasion de se poser aussi la question de a-t-on pris la juste mesure de la capacité qu'ont ces CHU de la France de l'outre-mer, les a-t-on dotés de tous les moyens pour faire face le cas échéant, parce que cette année c'est le SARS-CoV-2 et l'épidémie de Covid, demain peut survenir autre chose. A-t-on doté ces territoires des mêmes capacités de réponse que ceux que nous souhaitons avoir à notre porte? C'est une vraie question, elle devient politique, elle n'est pas médicale, elle est économique, politique, sociale, et les enjeux électoraux qui se profilent en France ne manqueront pas évidemment d'évoquer cette question. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Zambrowski d'avoir été notre invité ce matin sur BFM TV. Tout autre chose à présent, c'est le journal des sports. Votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Le journal des sports avec Ilia Grandjean. Bonjour. Salut. Journal des JO, évidemment, avec une médaille assurée encore en escrime en fleuret masculin par équipe. Oui, exactement. Après le sabre par équipe féminin hier, la médaille d'argent, peut-être en or cette fois pour l'équipe de France qui est en finale des Jeux Olympiques en fleuret. Après avoir battu l'Égypte en quart, le Japon place maintenant à la Russie qui a battu la France en sabre. Hier, ils auront à cœur de prendre la revanche. Ça a été difficile sur la fin pour l'équipe de France face au Japon. La 45e touche est venue pour Erwan Lepechou. C'est à 12h50 cette finale. C'est la performance de la nuit, la médaille d'argent de Florent Manodou sur le 50 mètres nage libre. Oui, elle était très attendue parce que c'était la seule médaille possible encore pour la natation française. Il l'a fait, médaille d'argent derrière Caleb Dressel. Je vous propose de revivre cette course dans les conditions du direct avec les commentaires RMC de Julien Richard. Allez, le départ pour Florent Manodou, c'est plutôt pas mal. Ouais, il est très bien parti, à hauteur de Caleb Dressel qui a un départ monstrueux. Il est bien Florent, 25 mètres, il est en deuxième position dans la vague de Caleb Dressel, sur une même ligne avec plusieurs nageurs pour la médaille olympique. Allez Florent, les 5 derniers mètres, Caleb Dressel va s'imposer, va remporter le titre olympique. Florent Manodou, vice-champion olympique, vice-champion olympique. Super, Florent magnifique. Manodou. Voilà, Florent Manodou, donc vice-champion olympique, on l'a compris, on l'a entendu. On l'a bien entendu. Déçu. On était très déçus il y a 5 ans, Florent Manodou. Là, il était très content, très ému. On l'écoute. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient sur moi il y a encore quelques mois. Je suis hyper ému parce que c'était dur, franchement, de faire cette saison. J'ai eu beaucoup de doutes et tout, et finir là-dessus, c'est incroyable. J'ai bien fait de revenir, je voulais vivre des émotions, je voulais en vivre beaucoup, et elle vaut vraiment de l'or, cette médaille d'argent, je suis très content.
Ouais, il a bien fait de revenir parce qu'il avait mis entre parenthèses sa carrière, Florent Manodou, en 2016. Après les Jeux, il avait dit stop pour l'instant. Il voulait se mettre au handball. Il a joué en handball jusqu'en National 2 et il a annoncé son retour en mars 2019 avec un objectif, les Jeux Olympiques de Tokyo. Il l'a fait. Il a un palmarès énorme. Florent Manodou, 3 médailles olympiques en individuel, une 4e avec un relais. L'or à Londres, c'était une énorme surprise à l'époque. 4 fois champion du monde, 7 fois si on rajoute le petit bassin, 6 fois champion d'Europe. Et l'envie, il l'a dit, d'aller jusqu'à Paris 2024. La bonne nouvelle, elle vient aussi du volley ce matin. Exactement, le volley qui est qualifié pour l'équipe de France de volley qui est qualifiée pour les quarts de finale malgré la défaite face au Brésil 3-7-2. L'équipe de France qui s'est qualifiée en remportant le 4e set. Ils sont revenus à 2-7 partout, ils se sont finalement inclinés, mais ça n'a pas de conséquences. Ils affronteront la Pologne en quart de finale. C'est la première fois de l'histoire du volley que l'équipe de France atteint les quarts de finale olympiques. Merci beaucoup, Ilia. C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Comment ça circule sur les routes? C'est l'infotrafic. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous souhaiter un bon moment devant votre programme avec Ulysse. Ulysse, le bip qui a tout bon. C'est orange partout aujourd'hui dans le sens des départs comme dans le sens des retours. C'est ce que dit en tout cas Bison Futé. Si je peux vous donner un conseil, ne rentrez de vacances que demain. Ça devrait mieux rouler. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous dire que c'était votre programme avec Ulysse. Ulysse, le bip qui a tout bon. Alors il y a la partie pas la plus sympa, c'est la route, mais au bout du tunnel, il y a les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et pourquoi pas aller au zoo pendant ces attentes, c'est l'interminable attente en tout cas, autour des bébés pandas à Beauval. C'est imminent, ça devait être dans la nuit. Manifestement, ils jouent les prolongations. Thomas Herman, c'est la grosse effervescence en tout cas aujourd'hui pour les soignants qui guettent les moindres signes avant-coureurs. Ben oui, puisque cette femelle panda aux eaux de Beauval, finalement, elle gère elle-même son timing. Ça devait être la nuit dernière. Bon, bah, ça prend un petit peu de retard. Ça va être quand même dans les prochaines heures, dans la journée, nous dit-on. Bon, s'il y en a un quand même, lui, il est bien là. Regardez le mâle panda, lui. Il est plutôt pas mal. Bon, là, c'est l'heure de la sieste. On a mangé du bambou ce matin pour le petit déjeuner. Bon, pourquoi on est là surtout ce matin? C'est pour vous raconter cette naissance. Naissance que l'on attend depuis plusieurs semaines, puisqu'au mois de mars, ça a été l'accouplement entre le mâle et la femelle. On a fait une insémination artificielle pour assurer l'accouplement. Il faut savoir que les pandas, la femelle panda est féconde à 24 à 48 heures seulement par an. En juillet, il y a eu une échographie fin juillet et c'est là où on a vu un tout petit embryon et c'est là où on a su qu'il y aura un accouchement fin juillet, début août et c'est dans les prochaines heures. Alors forcément, ici, tout le monde est sur le qui-vive. Les soignants, l'ensemble du personnel du parc. Sachez également qu'il y a 2 soignantes chinoises qui sont également présentes sur place pour superviser l'ensemble des opérations. Et puis les visiteurs aussi sont là aujourd'hui depuis 8 heures ce matin pour à la fois regarder l'ensemble des animaux présents dans ce parc. Mais on a quand même une attention toute particulière sur les pandas. Je peux vous dire qu'ici, celui-là a quand même du succès depuis ce matin. Et on peut comprendre. Merci beaucoup Thomas Herman avec Arnaud Pelletier. Et les images du papa, on attend maintenant celles des bébés. On vous les fera vivre sur BFM TV. Restez avec nous. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo avec Guillaume Séchet, ça bouge beaucoup dans le ciel. Évadez-vous devant la météo avec Eau de Rochasse. Hormis le Mistral et la Tramontane, les régions méditerranéennes seront vraiment très favorisées aujourd'hui avec un ciel limpide, une chaleur qui ne sera pas excessive et des températures de l'eau de mer qui font rêver, 22 à 26 degrés.
Mais partout ailleurs, eh bien, il s'agira d'un temps qui ne sera pas très estival. Il est vrai, pour un 1er août, avec ce courant de secteur nord-ouest instable, pas mal de nuages, quelques éclaircies, des averses assez fréquentes, notamment cet après-midi. On aura des averses, notamment au nord de la Loire, ainsi que sur les Alpes et le nord-est. Donc près de la Méditerranée, du soleil, du Mistral et de la Tramontane. Des températures donc assez contrastées entre ces 31 degrés à Nice et seulement 21 voire 20 degrés sur les côtes de la Manche, 17 degrés à Aurillac, un petit peu en altitude. Alors demain, la situation ne va pas beaucoup changer, avec toujours cet air frais qui nous vient directement des îles britanniques. Donc demain matin, il fera frais quasiment partout, sauf près de la Méditerranée, 21 degrés à Nice, mais seulement 11 petits degrés à Dijon, par exemple. Dans l'après-midi, donc, on aura des valeurs également inférieures au normal de saison. 21 à Rouen, 22 à Paris, jusqu'à 29 degrés à Nice. Et on retrouvera également un ciel changeant, même si on notera quand même une amélioration dans le sud, entre l'Aquitaine et les Alpes, avec de belles éclaircies et toujours ce merveilleux soleil près de la Méditerranée. C'était la météo avec Eau de Rochasse. Bientôt 10h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Les médailles pleuvent à Tokyo, la 21e assurée pour les Bleus. Les fleurettistes sont en finale cette nuit. Florent Manodou a ramené l'argent aux 50 mètres nage libre. On a un champion olympique avec nous, Romain Canon. Sacré le week-end dernier en individuel, les péistes français n'étaient jamais montés sur un podium international. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les opposants au pass sanitaire à nouveau dans la rue, 3e samedi de mobilisation, 200 000 manifestants au total dans la rue, 15 000 à Paris, chiffre à nouveau en hausse sur une semaine avec des slogans anti-pass, anti-Macron, anti-médias et même un pharmacien pris pour cible. Et puis nous n'avons plus le luxe de prendre des demi-mesures. C'est l'appel à rendre la vaccination obligatoire pour tous de la Fédération des hôpitaux publics qui regroupe également les EHPAD. Face à la flambée des cas inédite, le pass sanitaire ne suffira pas à sortir de la crise, explique-t-il. C'est la surprise de ces Jeux. Romain Canon, sacré champion olympique dimanche dernier en individuel. Personne ne l'attendait, mais il est bien là, avec une médaille d'or autour du cou. Et on en a la preuve, il est avec nous. Bonjour Romain Canon. Bonjour. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes revenu quand en France ? Ce matin, là, à 5h30, j'ai atterri et j'ai commencé les petits plateaux télé. Et bon, on est ravis de vous avoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Ça fait une semaine maintenant aujourd'hui que vous avez remporté cette belle médaille d'or. Encore sur un petit nuage ? Oui, toujours sur le petit nuage. J'ai atterri à Paris et je suis content de revenir en France. Rien que l'avion, revenir en France, on sent l'ambiance, un peu plus l'équipe française qu'on n'a peut-être pas eu au village à Tokyo au JO parce qu'avec le Covid. Mais voilà, je suis j'adore quoi. Ouais. Romain, il l'a dit Loïc, on vous attendait pas forcément là. Vous étiez même pas forcément prévu d'être en individuel, c'est ça, au départ? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé ces Jeux Olympiques pour vous. Bah c'est vrai que en fait je devais pas faire les indives. Alors je devais faire l'équipe, mais c'est vrai que je devais pas faire l'indive. Mais bon après on s'entraîne pour gagner des médailles, surtout en France. Et c'est vrai que le fait de faire les indives, j'ai vraiment moi, je me suis mis comme conviction de me dire, bah voilà, je vais travailler dur pour prouver que je mérite ma place, parce que c'est ça en France, il faut vraiment mériter sa place. Et j'y suis allé sur la compète avec pas de regret en fait, en disant voilà, je vais montrer le meilleur de moi-même et je sais ce que je vaux quoi. Vous l'avez appris quand que vous alliez faire cette épreuve individuelle comme vous dites? Quand exactement? Je dirais fin mai, début juin. J'ai appris ça. Après, voilà, il y a eu la sélection et du coup, il y avait tout le travail de préparation. Et ça, c'est quelque chose à vivre aussi parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'intensité. On augmente l'intensité aussi parce qu'il y a le petit stress. Il y a le voyage aussi au Japon. On a voyagé au Japon pour éviter d'avoir trop le décalage horaire. Et les Japonais, ils savent vraiment bien accueillir, ce qui est très sympa, c'est très organisé, c'est magique. Le fait de ne pas être attendu, comme ça, de ne pas être le favori, de l'apprendre en mai-juin, est-ce que ça vous a enlevé un peu de pression par rapport aux autres, peut-être membres de l'équipe de France et même aux autres favoris des autres équipes?
Je pense que pression, non, parce qu'elle a été là. Comme je racontais, j'avais une petite histoire en mode... c'est vrai que moi, j'ai vu les Jeux à Londres et j'ai vu Limardo gagner, le Venezuela que j'ai pris au premier tour. Du coup, la pression, elle est là. J'admire ces joueurs. Mais voilà, j'avais peut-être l'effet de surprise où on m'a peut-être moins bien analysé qu'un autre tireur. Votre vie, elle a changé là depuis une semaine? Les sollicitations, le public, les messages, j'imagine, nombreux? Oui, alors j'ai pas eu le temps de répondre à beaucoup de gens parce que je me concentrais sur les équipes. Du coup, maintenant, je vais commencer à prendre le temps de remercier tout le monde qui m'ont envoyé des messages. Après, c'est vrai que sur un point de vue elf, c'est vrai que je dors beaucoup moins. Alors ça, il faudrait que je commence à redormir un peu plus. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un autre environnement et je suis très fan de ce qui m'arrive et je pense que ça me donne de la confiance pour le futur. On a beaucoup entendu dans vos interviews de nos envoyés spéciaux le terme « aucun regret ». Vous l'avez même dit là il y a quelques instants. C'est vrai, c'était vraiment votre leitmotiv durant ces Jeux, vraiment, ne rien regretter. Oui, et je pense que c'est un beau... je pense que... Je sais pas, peut-être que je vais me le faire tatouer à force de le dire, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que on essaye tous de montrer le meilleur de soi-même au jeu, et le plus difficile, c'est là où il y a tout le public qui nous regarde, surtout des sports pas professionnels comme nous, où c'est beaucoup moins médiatisé, et le fait de montrer son escrime, c'est ce qui va donner sûrement goût aux jeunes. Moi, c'est ce qui m'a donné goût, c'est de voir des athlètes de haut niveau faire de l'escrime et de la belle escrime, quoi. Vous l'avez déjà retiré, votre médaille, depuis une semaine? Ne serait-ce que pour dormir, peut-être? Oui, alors c'est vrai que j'ai dormi avec, mais oui, je l'ai retiré entre-temps. Surtout, on est retourné au travail, à l'entraînement le jour d'après. Voilà, c'est mieux sans. C'est peut-être plus simple sans. Bien sûr. C'est un petit poids quand même. Vous l'avez pesé? Non, pas encore, mais c'est vrai que c'est la plus lourde médaille que j'ai jamais gagnée de ma vie, ça c'est sûr. Justement, ces Jeux Olympiques, vous en avez parlé, c'était même 5 ans après les derniers. Être prêt le jour J, vous avez peut-être réalisé le meilleur escrime de votre vie le jour J. C'est assez dingue, non? Ça c'est dingue, ouais. Ça c'est vrai que c'est dingue. Après, je suis hyper content de l'avoir fait le jour J, j'essaie vachement d'analyser ce qui s'est passé pour essayer de le remettre en situation pour les prochaines compétitions et gagner de la maturité comme ça. En fait, c'est toute la beauté du sport, c'est comprendre toutes les compétitions parce qu'on apprend énormément quand on perd et on apprend aussi quand on gagne. Alors plus quand on perd, mais c'est vrai que j'essaie de me rappeler quelles étaient les sensations, le rythme. On vous sent très calme, pas spécialement dans l'euphorie. C'est quoi? C'est qu'elle est retombée ou c'est que vous pensez déjà à d'autres projets, à d'autres échéances? Là maintenant? Ouais. Je pense que c'est le décalage horaire et le fait de ne pas avoir beaucoup dormi. Okay. Mais non, après, c'est vrai que mon premier match, c'était là où j'avais senti le plus d'intensité, de stress. Mais là, je suis vraiment juste en admiration, pas admiration, mais je savoure tranquillement en fait. Vous l'avez gagné en individuel, il y a eu les compétitions par équipe, mais vous avez aussi dit à la fin de votre journée que vous remerciez toute l'équipe. C'est un travail d'équipe aussi. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un sport individuel, mais il y a aussi du coup un par équipe. Et en fait, c'est tout un collectif. On est 12 à l'INSEP. Et moi, c'est mes 12 meilleurs amis. Je veux dire, je passe mes journées avec eux. Ils me connaissent par cœur. J'ai même des surnoms grâce à eux. On fait les voyages ensemble. Hein? On peut les connaître, les surnoms? Il y a le fameux panneau pour Peter Pan. Voilà. Du coup, c'est pour ça. Et eux ont toujours su me lever en fait quand ça allait pas bien. Et on a tous une traversée dans le sport. On a tous une traversée dans le désert. Et il faut savoir l'assumer, d'où on vient. Et ça, il faut pas l'oublier, quoi. Eh bien, merci. Yes. Merci beaucoup pour ces mots. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. On est toujours très honorés quand même de recevoir des champions olympiques. On est jaloux parce qu'on l'aura jamais, nous, cette médaille. Mais dis pas ça. Dis pas ça. On ne sait pas. Ah bon, moi, juste qu'on trouve le sport. Je sais pas encore. Hein, mais... Bravo encore et merci beaucoup Romain Cadenne d'être venu sur le plateau de BFM TV. Encore félicitations. 10h36 sur BFM TV, on en vient à cet autre titre de l'actualité, à ces mots aussi, ni un cobaye, ni un QR code, voilà entre autres le type de slogan qu'on pouvait voir hier. Ils étaient plus de 200 000 dans les rues selon les chiffres du ministère de l'Intérieur pour s'opposer au pass sanitaire, la terreur sanitaire pour reprendre leurs mots. Mobilisation une nouvelle fois en hausse par rapport au samedi précédent. Des incidents ont éclaté par endroits, notamment dans la capitale. 3 policiers ont été blessés. Des journalistes ont une nouvelle fois été pris pour cible, tout comme des pharmaciens, par les mêmes qui estiment défendre la liberté. Regardez ce qui s'est passé notamment à Montpellier.
Voilà pour ce qui s'est passé notamment à Montpellier. Évidemment, ça ne résume pas ces manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France, mais c'est vrai qu'on est habitué maintenant à ce type d'incidents qui émaillent ces cortèges. Ça, c'était à Montpellier. Ils étaient dans toute la France, plus de 200 000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. William Tay, ça veut dire quelque chose, 200 000. Alors certes, en même temps, il y en a 3 fois plus qui se font injecter un vaccin chaque jour, mais n'empêche qu'on est en plein été et que ces manifestations, elles vont crescendo en termes de mobilisation. Oui, on voit qu'il y a une hausse de la participation alors qu'on est plutôt sur une période estivale qui n'encourage pas la mobilisation. Ce qu'on peut comparer, à partir de 2 éléments. On peut comparer par rapport aux manifestations, au nombre lors des premières manifestations de Gilets jaunes. Les premières manifestations de Gilets jaunes rassemblaient environ 260 000, 280 000 personnes. Donc 200 000 personnes, c'est plutôt important de façon numéraire. Ensuite, on a un deuxième point de comparaison, c'est un sondage qui a été effectué par l'IFOP qui pose la question suivante aux Français. Avez-vous plutôt de la sympathie ou êtes-vous plutôt contre le mouvement? On voit qu'il y a plutôt environ 51% qui sont contre le mouvement et 40% qui expriment de la sympathie. Donc ça veut dire qu'on est en train d'assister à un tournant qui peut basculer vers un soutien de ce mouvement ou contre le soutien de ce mouvement. Et ce qui va se jouer, c'est plutôt est-ce que la mobilisation va durer pendant tout le mois d'août? Vraisemblablement que oui. Et la question essentielle qui va se poser à partir de la fin du mois d'août et début du mois de septembre, c'est est-ce qu'en fait cette mobilisation va agglomérer d'autres luttes, comme on voit avec le retour des Gilets jaunes et le retour de nouvelles personnes. On va en parler également avec Fabrice Guizdac. Merci d'être notre invité sur BFM TV. Vous êtes boulanger-pâtissier à Nancy, président, et c'est important, de l'Union des entreprises de proximité de Meurthe et Moselle. Forcément, ces samedis qui commencent à se répéter, qui prennent de l'ampleur, pour l'instant en tout cas, de week-end en week-end. Ça vous rappelle les samedis des Gilets jaunes? Ça vous embête pour vos commerces? Oui, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on est un petit commerçant, quand on est un commerçant de proximité et qu'on sort de 2 années très très compliquées, on a eu évidemment les Gilets jaunes, on a le confinement, on a les soldes qui ne sont pas très très bien passés, et là ça devient récurrent. Depuis 4 samedis, on a les manifestations dans les centres-villes, et effectivement ça nous pose un vrai problème, un problème de trésorerie, un problème aussi de clientèle, parce que finalement ça fait peur à tout le monde, et on se retrouve tous de la panade. Alors c'est vraiment problématique. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous demandez du coup aujourd'hui? Alors à Nancy, on a eu de la chance parce qu'on a pu discuter avec la préfecture, la mairie et les chambres consulaires. On essaie de se mettre d'accord. On a essayé de trouver un nouveau parcours parce que vous voyez, le problème, il est là, quoi. C'est que toutes les semaines, ces gens qui manifestaient dans les centres-villes, quel que soit leurs opinions, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils viennent nous poser des vrais problèmes à nous, et au niveau de la trésorerie, ça nous pose un problème, parce que c'est toujours les mêmes qui sont emmerdés, et donc il faudrait trouver des solutions. Alors nous, on a demandé aujourd'hui à la préfecture de pouvoir rencontrer les gens qui organisent aujourd'hui les manifestations pour essayer de se mettre autour d'une table et puis de discuter avec eux pour leur faire comprendre que finalement, ils se pénalisent eux-mêmes quand ils nous pénalisent nous, parce que nous, les petits commerçants, finalement, on n'est pas très loin de ces gilets jaunes et de ces gens qui ont des problèmes. C'est ça. D'ailleurs, parmi les manifestants, on retrouve aussi des personnes qui travaillent dans des bars, dans des restaurants, qui sont contre ce pass sanitaire pour des raisons qui sont liées justement à leur profession. Oui, parce que par-dessus tout, vous voyez bien, à la rentrée, il va falloir que ce pass sanitaire, je pense à mes amis restaurateurs, à mes amis de salles de cinéma ou les concerts, ça va nous poser des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans la difficulté, on a besoin de travailler. Vous savez, quand vous êtes petit commerçant, vous avez mis tout votre argent, toutes vos économies, toute votre famille, toute votre vie là-dedans. Et là, on se retrouve confronté à des problèmes comme ça, et on ne comprend plus, on n'arrive plus à comprendre. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de monter une partie de la France contre une autre, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les commerçants, ils sont à bout, hein. On en entend parler souvent, on voit dans quel état ils sont. Nous, on a besoin de bosser, on a besoin de vivre, et donc finalement, on se retrouve tous pénalisés, et on est tous dans cette espèce d'entonnoir où on ne voit pas la sortie. Et la grande difficulté, et ce qui nous fait vraiment peur, c'est la rentrée de septembre.
Puisque là, il faut vraiment que, vous savez, on vient d'avoir une déflagration dans le commerce. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être seul. C'est aussi le problème du petit commerçant aujourd'hui. On n'est pas accompagné. Vous savez, un commerçant, c'est seulement un homme seul. C'est vrai qu'on est tous dans le même bateau dans cette crise sanitaire, tous les Français depuis, mais c'est vrai que les commerçants ont particulièrement payé un lourd tribut avec toutes ces fermetures. Et là, clairement, vous n'en voyez plus la fin. Même si la crise sanitaire s'arrêtait, ou en tout cas s'estompait, vous avez un autre problème, c'est la double peine pour vous, c'est ça, si je comprends bien. Mais vous vous rendez compte, quand vous avez un petit magasin de chaussures ou un petit magasin de vêtements, que vous avez tout votre stock à l'intérieur, c'est vous qui l'avez payé. Vous attendez le samedi. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est là-dessus où on veut se battre. On attend le samedi, c'est le jour où on va faire du chiffre d'affaires, c'est le jour où on va faire de la trésorerie. Et là, toute la semaine dans les journaux locaux, on nous annonce la guerre civile dans la ville le week-end, et donc finalement les gens ils viennent pas. Et le seul jour où vous pouvez faire un peu d'argent, ça fait 2 ans que ça dure. Vous faites pas d'argent. Ah ben à l'arrivée, voilà, ce qui se passe dans les centres-villes, ils sont en train de mourir les uns derrière les autres, et les commerces ils se ferment les uns derrière les autres. Parce que vous savez comment que ça se finit. Hein. Le lundi matin, vous avez le banquier qui vous appelle et qui vous dit attendez, le chiffre d'affaires, vous avez vu votre compte, vous avez rien dans les tuyaux. Ben non, on n'a plus rien dans les tuyaux, parce que ça fait 2 ans qu'on est au bout du rouleau. Merci beaucoup Fabrice Guizdac d'être intervenu sur BFM TV pour ce cri du cœur qu'on a entendu sur notre antenne. Merci beaucoup. Retour à présent là où tout a commencé, en Chine. On va retrouver notre correspondant à Shanghai, Simon Leplâtre. Bonjour. On en est où en Chine de l'épidémie et des restrictions notamment ? Eh bien, on assiste à un nouveau départ, en fait, à cause de ce variant Delta qui est beaucoup plus contagieux. Il y a 2-3 semaines, on a eu quelques cas qui sont apparus à Nankin, en lien bien avec l'aéroport. Et puis depuis, eh bien, on voit que les méthodes habituelles, cette fois, on a l'impression qu'elles ont beaucoup plus de mal à venir à bout de ce nouveau foyer. Donc pour l'instant, c'est pas grand-chose. On a 300 cas, mais ce qui est intéressant, c'est que ces cas sont éparpillés dans toute la Chine. Et puis, il faut remettre ça dans le contexte chinois qui cherche à atteindre 0 cas. En Chine, la politique depuis Wuhan, depuis l'explosion qui a vraiment choqué les Chinois, qui a fait très peur, eh bien, c'est une tolérance zéro, c'est d'arriver à 0 cas, comme dans pas mal d'autres pays en Asie, c'est le cas à Taïwan, en Australie, en Corée aussi, on essaye vraiment de limiter très fortement les cas. Donc ça passe par des mesures très fortes, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau foyer, on va confiner des centaines de milliers de personnes s'il le faut, et puis tester, faire des tests massifs. À Nankin, donc cette ville qui est un peu plus au nord de Shanghai, on en est déjà à la 3e session de tests pour les 9 millions d'habitants. Et malgré ça, eh bien, on voit qu'on a des petits foyers qui apparaissent ça et là, avec des gens qui ont été en contact avec ces personnes à Nankin. Et puis, petit à petit, eh bien, le virus se diffuse. Donc, on s'aperçoit que ce variant Delta est vraiment un défi pour n'importe quelle politique sanitaire. Et d'ailleurs, un détail qui est important, c'est que beaucoup des personnes ont été asymptomatiques parce qu'elles sont vaccinées. Donc là, on voit que le vaccin chinois à virus inactivé, il fonctionne pour éviter les cas sérieux, mais pas la transmission. Et donc, la Chine est à nouveau face à un défi. Merci beaucoup Simon Leplâtre, correspondant BFM TV à Shanghai pour ce point très complet. Bonjour Olivier Bouchot, vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU d'Avicenne à Bobigny en région parisienne. Ce qu'on voit finalement, c'est que même dans les pays où il y a de fortes restrictions, comme ça a été le cas en Chine, qui a inventé, si je puis dire, le confinement qu'on a tenté ensuite de copier en France. La 4e vague, elle n'épargne personne. L'épidémie, elle suit la même trajectoire partout dans le monde. Personne n'est épargné. Écoutez, apparemment oui, mais c'est une belle démonstration, si je puis dire, de l'universalisme de la maladie infectieuse et du virus et de la Covid en particulier. Il n'y a aucune raison d'imaginer qu'un pays puisse y échapper. Les contraintes qu'on peut mettre pour limiter la circulation du virus sont jamais étanches à 100%. Et la Chine, qui a exercé des contraintes très fortes, même si on n'a pas tous les détails, manifestement est aussi en échec. Ce qui est encore un argument supplémentaire pour bien prendre conscience que la solution essentielle, pas unique, mais la solution essentielle est bien la vaccination. Après, la 4e vague n'épargne personne, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne, on a l'impression. On tente encore de comprendre pourquoi, dans le détail, par exemple, si on se rapproche, revenons en Europe, en Italie, en Belgique, en Allemagne, la 4e vague, elle monte, mais elle monte
tout doucement, on est loin de la pente à laquelle on assiste chez nous. À quoi c'est dû, ces différences ? Alors c'est toujours très, très difficile d'analyser a priori ce genre de situation. Il y a deux éléments qui jouent principalement. Le premier élément, c'est le comportement des individus. Bon, on peut imaginer qu'entre l'Italie et la France, il n'y a pas beaucoup de raisons que ce soit extrêmement différent. Le deuxième facteur, c'est le taux d'immunisation, à la fois le taux d'immunisation acquise par la vaccination et le taux d'immunisation acquise par la maladie naturelle. Et puis, il y a quand même un troisième facteur qui est beaucoup plus difficile à maîtriser, qui est ce qu'on appelle le génie épidémique d'une épidémie, qui est que les modes de circulation du virus peuvent être variables, puisque à un moment où le virus entre en circulation, même si les mécanismes de circulation du virus sont les mêmes, il y a parfois des situations plus favorables à une circulation du virus ou pas. Mais de toute façon, on voit que même s'il peut y avoir des décalages dans le temps, un moment ou un autre, le virus prend le dessus quand on ne peut pas arriver à le bloquer par les moyens de prévention que l'on connaît. Merci beaucoup Olivier Bouchot, vous restez avec nous. Dans ce contexte, on sent quand même, et vous le savez certainement, on a tous besoin de souffler. C'est le plus gros week-end de l'été au moment où on se parle, entre départ en vacances, retour, juilletistes, haussiens, tous sur les routes, dans les trains ou même dans les airs. Passe sanitaire en main, l'étranger vous ouvre ses portes. Maëva Lamy, vous êtes à l'aéroport d'Orly à Paris pour BFM TV en région parisienne. Est-ce que vous croisez beaucoup de voyageurs ? Alors oui, l'affluence commence tout juste à diminuer, mais depuis ce matin, il y a énormément de monde qui a circulé sous nos yeux. Vous pouvez le voir sur ces images de Vincent Gauthier, des passagers qui défilent, qui se succèdent, et par endroits encore quelques files d'attente, notamment pour se faire enregistrer. Alors parmi les destinations privilégiées, la Corse, le sud de la France, les destinations européennes, des voyageurs forcément très contents de pouvoir profiter un petit peu du soleil, de pouvoir se détendre. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je suis contente, mais un petit peu stressée parce que vu que la situation en Martinique, mais c'est pas grave. Je vais voir la famille, je vais voir mes parents et c'est ça l'essentiel, le plus important. J'étais très surpris, il y a du monde dans les files d'attente, etc. Et ça donne un semblant de vraie vie qui fait plaisir à voir. Aujourd'hui, tout est bien respecté chez les voyageurs. Tout le monde a son masque bien sur le nez et pas en dessous. Donc on se sent en sécurité, oui. Alors sur le plan sanitaire, tous les voyageurs que nous avons rencontrés ont anticipé. Ils se sont soit fait tester, soit ils se sont fait vacciner. En tout cas, ils étaient bien prêts. Sachez toutefois, si vous aussi vous devez prochainement voyager et prendre l'avion, que le pass sanitaire n'est pas encore obligatoire pour prendre l'avion et dans les aéroports. Il le sera seulement à partir du 9 août. Merci beaucoup Maëva Lamy à l'aéroport d'Orly pour BFM TV. Olivier Bouchot, on se pose une question sur le pass sanitaire dont parlait Maëva à l'instant. Pass sanitaire, ça veut dire soit vaccination acquise, cycle terminé, ou bien test négatif. Mais on comprend maintenant que même en étant vacciné, on peut contaminer. Donc si on est mélangé à des personnes qui ne sont pas vaccinées, mais qui ont juste un test négatif, ils peuvent se retrouver finalement dans un cluster contre leur gré. Oui, forcément, c'est une question de niveau de risque. Quand on a un test négatif, même si on est quand même infecté, qu'on est donc, comme on dit, porteur asymptomatique, le risque de transmission, et a fortiori quand on a un masque, est quand même beaucoup plus faible. Et quand on a un masque et bien porté, ce risque de transmission, il est quasiment nul. Alors, il y a cette étude américaine qui est sortie cette semaine et qui montre que finalement le variant Delta serait autant contaminant qu'on soit vacciné ou pas. Si je suis vacciné, je peux vous contaminer de la même façon que si je ne l'étais pas. Alors, je pense qu'il faut toujours se garder d'émettre un avis définitif sur la base d'une seule étude. Cette étude est effectivement un petit peu troublante, mais d'autres études n'avaient pas montré la même chose. Donc il faut quand même retenir que de toute façon, ce qui reste acquis, parce que ça, aucune étude ne le contredit, c'est le fait que d'être vacciné diminue les formes symptomatiques et diminue notamment les formes graves, ce qui est déjà un énorme bénéfice. Et quant au risque d'infection, j'avoue avoir de la peine à croire que la vaccination n'y fasse rien. Donc pourquoi est-ce que cette étude montre ça? Il faudrait la regarder dans le détail, parce que je n'ai pas encore eu le temps. Alors pour être transparent, ça sera en tout cas pendant un laps de temps très court,
au début de l'infection, on pourrait contaminer assez fortement, mais ce taux de contamination descendrait très rapidement pour les personnes qui sont vaccinées. La charge... Oui, donc ça fait déjà une très grosse nuance par rapport à quelque chose qui pourrait être conçu comme finalement ça fait aucun effet. Donc je crois qu'il ne faut pas compliquer les choses. La vaccination n'est pas un outil d'efficacité à 100%, mais ça on le sait depuis le début. C'est un outil qui permet malgré tout d'avoir un effet considérable sur la transmission du virus et sur la protection individuelle et donc collective. Et ça, je pense que c'est quand même le message qu'il faut retenir, quoi qu'on puisse entendre à droite et à gauche, y compris sur des données scientifiques. Et on le voit clairement, c'est clairement prouvé par les chiffres. 85% des patients hospitalisés pour Covid n'ont pas du tout été vaccinés. Une dernière question, il y a cet appel à la vaccination obligatoire pour tous qui est lancé par la Fédération des hôpitaux publics. Vous vous y joignez ? Écoutez, ça rejoint le débat que vous avez eu tout à l'heure sur le pass sanitaire. Disons qu'en gros, il y a 3 solutions. Soit on ne fait rien. Bon, je pense que personne ne souhaite subir une telle attitude. Soit on rend la vaccination obligatoire, soit on passe par le pass sanitaire. Ce que disent ces soignants, c'est qu'à la vitesse où va cette épidémie avec le variant Delta, on ne peut plus se permettre des demi-mesures comme le pass sanitaire, il faut aller plus vite. Alors, j'avoue que en tant que médecin et très impliqué dans la prise en charge de la Covid, et même en termes de citoyens, il me semble que ça serait plus clair de dire, écoutez, on est dans une situation où on n'a plus trop le choix. Maintenant, c'est vaccination obligatoire plutôt que de passer par le pass sanitaire, qui est une forme d'incitation à la vaccination et une forme de vaccination obligatoire sans le dire. Je crois que ça serait plus clair pour tout le monde. Pour arriver au même objectif. Merci beaucoup, Olivier Bouchot. Vous restez avec nous. On continue à parler de cette actualité dans un instant. Juste après, la météo de Guillaume Séchet. Évadez-vous devant la météo avec Eau de Rochasse. Hormis le Mistral et la Tramontane, les régions méditerranéennes seront vraiment très favorisées aujourd'hui avec un ciel limpide, une chaleur qui ne sera pas excessive et des températures de l'eau de mer qui font rêver, 22 à 26 degrés. Mais partout ailleurs, eh bien, il s'agira d'un temps qui ne sera pas très estival. Il est vrai, pour un 1er août, avec ce courant de secteur nord-ouest instable, pas mal de nuages, quelques éclaircies, des averses assez fréquentes, notamment cet après-midi. On aura des averses notamment au nord de la Loire, ainsi que sur les Alpes et le nord-est. Donc près de la Méditerranée, du soleil, du Mistral et de la Tramontane, des températures donc assez contrastées entre ces 31 degrés à Nice et seulement 21 voire 20 degrés sur les côtes de la Manche, 17 degrés à Aurillac, un petit peu en altitude. Alors demain, la situation ne va pas beaucoup changer, avec toujours cet air frais qui nous vient directement des îles britanniques. Donc demain matin, il fera frais quasiment partout, sauf près de la Méditerranée, 21 degrés à Nice, mais seulement 11 petits degrés à Dijon, par exemple. Dans l'après-midi, donc, on aura des valeurs également inférieures au normal de saison. 21 à Rouen, 22 à Paris, jusqu'à 29 degrés à Nice. Et on retrouvera également un ciel changeant, même si on notera quand même une amélioration dans le sud, entre l'Aquitaine et les Alpes, avec de belles éclaircies et toujours ce merveilleux soleil près de la Méditerranée. C'était la météo avec Eau de Rochasse. Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus, nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo, à suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. RMC Story, la chaîne qui enquête. L'audience criminelle est ouverte. Enquête de justice. Aucun crime n'est une cause perdue. Jamais. On peut disculper personne. Enquête de société. Je vous emmène dans les coulisses de l'industrie des loisirs. Enquête de vérité. Elle exprime ses souffrances, donc on prend cette souffrance et on essaie de comprendre le pourquoi du comment. RMC Story, ensemble, soyons curieux. Les
changement commence avec du luxe Valentine. RMC Découverte, la chaîne qui explore le monde. Je vais aller faire un petit tour pour me faire des amis. C'est ça que j'adore de mon métier. Explore la mécanique. Faire un van pour une petite famille, c'est super.